Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 23 novembre 2024, il est 8h. Et comme d'habitude, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Et Mina Rabet déjà parmi nous. Mina, bonjour. Bonjour à tous. Comment ça va, Mina? Ça se passe bien? Très bien. Alhamdulillah. Alors Mina, comme chaque samedi, nous recevons notre ami Ahmed Khalid Hassan. Et cette fois-ci, on va parler un peu de spiritualité en compagnie de Ahmed, puisque nous allons commémorer, on va dire, le 120e anniversaire de la disparition donc, de l'un des piliers de Zawiyat al-Amal. Il s'agit de Lala Zineb. Et la semaine dernière, Mina, c'était une semaine qui a été pratiquement dédiée aux investissements, dédiée à l'entrepreneuriat. Donc pratiquement toutes les universités, toutes les écoles, pratiquement à travers le territoire, il y a eu toute une semaine de célébrations, beaucoup de challenges, beaucoup de concours, beaucoup de conférences ont été organisées pour promouvoir encore une fois l'entrepreneuriat et surtout encourager les jeunes à entreprendre. Surtout qu'aujourd'hui, toutes les universités disposent d'un incubateur qui va donc incuber, qui va permettre donc à tous ces projets de se réaliser, de voir le jour. Voilà, oui. Merci Bina. De se réaliser. Et cette fois-ci, nous allons parler donc de la semaine de l'entrepreneuriat qui a été, on va dire, marquée et organisée au niveau de l'École nationale supérieure de l'agronomie. Et toujours donc parlons de ces étudiants, parlons donc de tout ce que les étudiants font. Cette fois-ci, un autre club scientifique, nous allons recevoir Mina. Notre club scientifique. Et cette fois-ci, c'est un club qui vient un petit peu de notre domaine. Il vient de l'information et de la communication. Voilà. Ça doit être intéressant, ça. Ah ben, normalement, ça l'est. Tout ce que font les étudiants, il faut dire, tout ce que font les étudiants, exactement, c'est très intéressant. On le dit à chaque fois, les étudiants ne cessent de nous impressionner. Cette fois-ci, c'est une représentante du club scientifique. Donc, Hassan Himran, c'est un grand enseignant qui nous a quittés il y a quelques années. Donc, c'est une représentante du club scientifique Hassan Himran qui vient donc de l'université Alger 3, pardon. Oui, bon. Allez, faute de frappe. AG3 et donc particulièrement de la faculté des sciences de l'information et de la communication. Donc ça nous revient un petit peu sur les activités que propose ce club scientifique donc aux étudiants. Comme chaque samedi, Nabil Kitouni sera parmi nous. Et voilà, et cette fois-ci, il va nous emmener du côté des États-Unis, un petit peu à Hollywood, pour rendre hommage à un grand réalisateur américain. Alors, on n'a pas voulu me donner le nom. D'accord. On va s'attendre à la surprise. Ce sera la découverte. Ce sera la découverte, alors, en compagnie de Nabil Kitouni. Et on terminera l'émission, comme chaque samedi, en compagnie de notre amie Amina Zeri, qui sera là, en compagnie donc de ses invités. Elle aura ce matin des artisans et des artistes, donc qui seront parmi nous. Voilà pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il a fait plutôt beau ce matin, plutôt bon. Il a fait bon. Alors, on a eu quelques gouttes. Contrairement à hier. Pourquoi hier? Hier matin, il a fait un petit peu frais. Ah, il a fait un petit peu frais. Non, il fait très très bon ce matin. Ce matin, il a fait dans les 15 degrés, 15-12 degrés, voilà. À peu près. Donc, ça va continuer durant la journée? Non, pas les 15 degrés. Pas les 15 degrés. Pas les 15 degrés. Mais il va faire plutôt beau, il va faire plutôt beau. On va devoir attendre encore un petit peu. On va devoir attendre encore un petit peu. Tu nous donneras un peu plus de détails, Avec Mina? plaisir. C'est parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et les nouvelles du ciel, donc tu nous disais, ça va s'améliorer un petit peu, durant la journée. Enfin, j'avais pas envie de dire améliorer parce qu'il y a Amel Arabi qui nous regarde. Pour Amel Arabi, oui, ça va être très difficile à digérer. Ça va être très difficile, voilà, effectivement. Mais pour nous, ça va plutôt s'améliorer pour un week-end. Ça va s'améliorer. N'est-ce pas? Effectivement. Très bien. Alors, un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Vas-y, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Très bon réveil. De la brume, évidemment. Ce matin, sur l'ensemble des régions côtières, on traque quelques gouttes de pluie vers l'ouest. Le centre et l'est en journée, ça va s'améliorer progressivement à partir de cet après-midi sur l'ensemble des régions nord. Sur les régions sahariennes, eh bien, le ciel restera dégagé à partiellement voilé du Nord-Sahara vers l'extrême sud en passant par le sud-ouest, le Sahara central et au Gare le Tassili, avec évidemment de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera sur la moitié nord 22 degrés
Alger, 21 degrés du côté de Annaba, 24 degrés à Oran, 17 à Tiaret, 16 degrés. Al-Bayt Naama ainsi qu'à Djilfa, on sera à 19 degrés également à Betna, 27 à Hassim Saoud, 26 à Elizi, on sera à 23 degrés à Gardaya, 30 à Adarar, 29 à Insalah et enfin 32 degrés pour l'extrême sud. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer agitée vers le centre et l'est, peu agitée vers les côtes de l'ouest avec des vents entre 20 et 40 km/h. Vers les côtes de l'ouest et entre 30 et 50 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Europe pour cette journée, bien des passages nuageux assez denses à Paris ainsi qu'à Lisbonne, Madrid, un ciel plutôt dégagé à Rome. Côté température, on notera 3 degrés à Berlin, 4 à Vienne, 6 à Paris, 12 à Londres et enfin 16 degrés à Madrid. Encore une fois, très bonne matinée et à tout à l'heure midi. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, donc c'était les nouvelles du ciel. On retient des températures plutôt agréables pour la journée. Plutôt agréables. Plutôt printanières, hein, oui. Des températures qui font plus... plutôt rappeler le printemps que l'automne. Exactement, pour fin d'un mois de novembre, oui. Voilà. On est à 22 degrés quand même. On est à peine à un mois de l'hiver. Un mois de l'hiver, exactement. Bah, décembre est à nos portes. Hein. Oui, oui. Bon, après, sans les caprices de la nature, hein, on fait avec le plus important pour l'instant, c'est que nous avons quelques gouttelettes de pluie. Quelques gouttes de pluie. N'est-ce pas? C'est déjà pas mal. Tout à fait. Voilà, en tout cas, merci beaucoup, Mina. Merci. Mina, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h, pour un peu plus de détails à 9h30. À 9h30. C'est parfait. Merci beaucoup, Mina. Allez, à tout à l'heure. Et on continue. Et ce sera, comme d'habitude, pause musicale. Et cette fois-ci, ce sera en compagnie de Ayoub Majahed qui nous interprète une chanson. Ch'tafir B. On se retrouve juste après. Chanson de Ayoub Majahed, Ch'tafir, très très jolie chanson. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à l'entrepreneuriat, puisque la semaine dernière, c'était une semaine, on va dire, beaucoup d'effervescence, il y a eu beaucoup d'événements qui ont été organisés pour la promotion justement de l'entrepreneuriat. Et c'est une semaine qui a été célébrée pratiquement dans toutes les écoles, dans toutes les universités, à travers les quatre coins du pays. Cette fois-ci, nous allons revenir sur cette semaine qui a été organisée au niveau de l'école
national supérieur d'agronomie qui est représenté par le responsable de son incubateur, à savoir Dr Manal Nechar. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame, merci pour l'invitation. Marhaba bik. Marhaba bik. Alors la semaine dernière, c'était toute une semaine, on va dire, très chargée, n'est-ce pas? Beaucoup d'émotions, oui. J'imagine. Oui, mais ça continue encore. Ça continue. Tout à fait, on n'a pas terminé. Donc la semaine passée, c'était le lancement, la cérémonie d'ouverture, mais aussi le lancement des ateliers. C'était toute une semaine. Nos étudiants ont travaillé à un rythme soutenu, accompagnés par nos coachs, des coachs de l'école spécialisés en agronomie, en économie, en IA, aussi en intelligence artificielle, en informatique. C'est un peu tendance, hein. Donc aujourd'hui, toutes les solutions, on pense toujours à introduire des outils de l'intelligence artificielle. Tout à fait. Aujourd'hui, l'agriculture n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. On parle aujourd'hui d'agriculture de précision. Donc on l'adosse un petit peu à la IT, à l'IA aussi. Ce sont de nouveaux outils qu'on utilise et applique à l'agriculture pour un petit peu améliorer les rendements et, on va dire, diminuer les pertes. Alors, durant la semaine, donc, il y a eu des activités que vous avez organisées, mais ce qui revient beaucoup plus à la surface, parce qu'aujourd'hui nous parlons de la 4e édition, hein, mine de rien, donc ça devient une véritable tradition au niveau de l'école, ce sont les challenges que vous avez lancés à des étudiants pour qu'ils puissent finalement innover et proposer des solutions à des opérateurs économiques. Alors parlez-nous un petit peu de cette approche. Je ne vous cache pas qu'on est fiers, c'est un petit peu notre marque de fabrique, le Solution Lab, l'Agri-Solution Lab. On est arrivé à la 4e édition, alhamdoulilah, cette année. On l'espère bien sûr continuer dans notre lancée. Donc traditionnellement, on célèbre la semaine de l'entrepreneuriat chaque année par l'organisation d'un Agri-Solution Lab. Donc c'est le laboratoire de solutions. Donc on a des opérateurs économiques avec qui on travaille. Ils nous proposent des problématiques qu'ils rencontrent, des problématiques concrètes qu'ils rencontrent sur terrain, et on invite nos étudiants à travailler en équipe pour trouver et proposer des solutions à ces opérateurs économiques. Mais cette année, on s'intéresse à l'agriculture dans le sud algérien. On travaille avec deux grands opérateurs, dont l'agriculture qui est active dans le sud, un dans l'élevage et l'autre dans la culture des céréales. Donc ils rencontrent des défis, je dirais plus des défis techniques parce que c'est nouveau. Donc nous avons formulé des problématiques qu'on a invité nos étudiants à trouver des solutions. La nouveauté aussi cette année, c'est que nos étudiants travaillent en équipe mixte avec des informaticiens, donc des différentes écoles. Alors quand vous dites mixte avec des informaticiens, pardon, c'est-à-dire que vous travaillez aussi en collaboration avec l'école d'informatique? Oui, on travaille en collaboration avec notamment l'ESI, l'école d'informatique, l'université Bebzoual, bien sûr, c'est incontournable, et bien sûr les ingénieurs qui nous viennent des différentes universités. Voilà, donc nous avons invité nos étudiants cette année à s'ouvrir, d'accord, vers d'autres spécialités. Comme j'ai dit, l'agriculture de précision, c'est une tendance. On a ouvert notamment, donc il y a 2 ans, la spécialité à l'école. Donc on forme des ingénieurs notamment donc, en agronomie, mais plus précisément également en agriculture de précision. Donc ils utilisent tout ce qui est IT et IA appliqué à l'agriculture. Et pour compléter justement ces profils, ils travaillent en collaboration avec des étudiants de cette spécialité. Donc ils travaillent pour développer ces solutions innovantes et très technologiques, je disais. Donc ils utilisent la technologie de pointe. Pourquoi? C'est la demande de l'opérateur aussi. Voilà. Donc on travaille sur des surfaces très très importantes et donc sur des troupeaux pour ce qui est de l'élevage. Donc on ambitionne d'arriver à quand même à un cheptel de plus de 6000 têtes. Donc c'est assez nouveau chez nous. On parle de ferme industrielle. C'est un concept nouveau qui est très important puisqu'on travaille sur la sécurité alimentaire. Donc c'est l'économie d'échelle. Donc on prévoit quand même d'assurer le marché en quantité de denrées alimentaires, mais aussi on vise à diminuer les prix. Alors, ce sont des solutions effectivement qui sont proposées par des étudiants, mais ce sont des réels besoins qui sont exprimés par les opérateurs économiques. Surtout cela parce que ce sont de réels projets sur lesquels ils travaillent. Donc, ce ne sont pas juste un essai, mais c'est réellement des solutions qui pourront donc être pris en considération et pris en charge par la suite par les opérateurs économiques justement afin de plus les promouvoir. Alors justement, dans cette optique, comment comptez-vous par la suite, toujours en collaboration avec les opérateurs économiques bien entendu, pour mettre en valeur ces solutions, encourager les étudiants aussi à aller vers la création de leur propre start-up?
Tout à fait, vous avez raison. Aujourd'hui, l'université et notre école, notamment, s'ouvre donc sur son environnement économique. Le défi ici, donc, c'est que nos étudiants travaillent sur des problématiques concrètes. Donc, c'est des défis que rencontrent ces entreprises. Ils sont en train de se sont lancés donc dans de nouveaux projets et comptent bien réussir. Donc, pour se préparer justement, ils se tournent vers nos ingénieurs, donc pour trouver des solutions innovantes. Et oui, donc la finalité de cet atelier, ce n'est pas uniquement un exercice où on essaye d'appliquer des concepts qu'on a appris à l'école et à l'université, mais c'est surtout de proposer des solutions que vont adopter ces entreprises. Elles se tournent vers nous pour un petit peu développer, on va dire, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à développer au sein de l'entreprise. Ils cherchent une créativité qui vient de l'extérieur, de l'école, de l'université. On a quand même 14 équipes qui travaillent aujourd'hui avec nous sur ces défis-là, donc 14 projets d'entreprise, projets de solutions différentes, même s'ils répondent donc à 3 problématiques, mais ce sont des solutions très différentes. L'objectif à terme, c'est de choisir le meilleur pour chaque problématique. Et bien sûr... Et là, c'est toujours le plus difficile de choisir le meilleur. Oui, j'imagine. Parce que ce sont toutes des solutions innovantes et ce sont toutes des solutions qui pourraient effectivement répondre à plusieurs besoins. Tout à fait. Mais après, l'objectif, c'est que l'entreprise adopte l'une de ces solutions, tout à fait. Et nos opérateurs et partenaires se sont engagés à accompagner ces équipes-là jusqu'à concrétisation. Et nous, en tant qu'incubateur, donc notre rôle à accompagner ces jeunes jusqu'à la création de l'entreprise. Donc les lauréats, Inch'Allah, de cette édition seront également accompagnés par l'incubateur. Ah, c'est aujourd'hui le grand jour? Tout à fait. Donc, on va commencer tout à l'heure la finale, les pitchs devant le jury. C'est pas une tâche facile pour le jury parce que c'est le moment décisif pour les étudiants. Moment décisif pour les étudiants, oui. Et je vous assure que donc ils ont débordé de créativité durant cette semaine. Ils ont très bien travaillé, ils ont mûri leur idée de départ, surtout avec notre partenaire technologique qui a offert des solutions innovantes aussi qu'ils ont intégrées à ces projets. Et donc on s'attend quand même à une rude compétition. Ah, certainement. Ça, c'est sûr. Et après, c'est vrai que lorsqu'on arrive à ce stade, on a toujours du mal à choisir les meilleurs, parce que ce sont toutes des solutions, effectivement, dont on a besoin. Et toutes, elles répondent à un besoin particulier. Là, nous sommes en train de découvrir, si vous pouvez voir avec moi les quelques photos, probablement vous pourriez nous les commenter. Donc, si on peut revenir à la photo, s'il vous plaît. Donc là, on voit un coach. Voilà, donc c'est un enseignant en agriculture de précision de l'école qui est en train d'accompagner nos jeunes. Donc ça, c'est une équipe qui travaille dans exclusivement 3 féminine. personnes. Non, il y a un garçon avec. Voilà. Oui. Voilà. Donc il y a 2 coachs en fait, l'un qui utilise le PC et le deuxième qui... Donc ils ont été chouchoutés, je dois dire, en matière d'accompagnement. Voilà, c'est un accompagnement individuel et il y a eu aussi le coaching de groupe. Donc on a fait en sorte qu'il ne manque de rien afin de développer les meilleures solutions possibles. Certainement. Alors justement, durant le coaching, alors il y a eu, j'imagine, plusieurs ateliers pendant toute cette semaine, donc desquels les étudiants ont pu bénéficier, n'est-ce pas? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez me parler de ces ateliers-là? Nous sommes en train de voir les enseignants probablement. Oui, ça c'était le lancement, voilà. Là, c'était la cérémonie de lancement où on a réexpliqué les problématiques, on a invité les opérateurs économiques à réexpliquer les problématiques et à présenter les différentes solutions IT proposées par notre partenaire technologique à intégrer dans ces solutions. Alors, le programme de la semaine, bien sûr, était divisé en 3 différents ateliers. Le plus important, c'est l'atelier technique, c'est le développement de la solution. Donc, les ateliers se sont étalés sur les 3 premières journées. La 4e journée, elle, était donc destinée à l'étude financière. Ben oui, on dit bien l'argent, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est important de proposer une solution innovante, mais aussi il faudrait qu'elle soit compétitive, qu'elle soit meilleure en termes, on va dire, moins chère sur le marché et aussi qu'elle ait un impact
plus intéressant que les solutions qui existent déjà, voilà, déjà sur le marché. Et enfin, la dernière journée était consacrée, donc c'était jeudi, à un atelier de la communication. Donc, comment bien présenter la solution. Parce qu'on voit que nos jeunes, parfois, ils ont des idées vraiment très intéressantes, mais au moment de présenter, ils ont un petit peu de mal à expliquer la solution, à parler en public aussi. Donc, c'était la journée qui était destinée non seulement à un atelier, donc il y a eu une communication, mais aussi un coaching individuel pour accompagner ces jeunes à bien mettre en valeur cette solution et bien l'expliquer aux demandeurs. Voilà, c'est vrai qu'on peut avoir de très très belles idées, mais si on n'arrive pas à les communiquer, ça pourrait être effectivement un handicap pour ceux qui proposent cette solution. Donc c'est vrai qu'on peut passer à côté de beaucoup de choses si on n'arrive pas à communiquer son idée. Donc ça a été une journée consacrée pour le pitch, c'est ça? Tout à fait. Voilà, c'était pour clôturer la série d'ateliers et on espère que tout le monde est prêt aujourd'hui. Certainement, vous leur donnez combien de temps de pitch? Ils ont 5 minutes de pitch. 5 minutes. Oui, habituellement, on donne 2 à 3 minutes, mais comme pour la plupart, c'est la première fois, donc nous n'avons pas voulu les mettre plus en difficulté et leur donner le plus de chances pour bien expliquer la solution. Après, bien sûr, il y aura un temps de discussion avec les jurys, 10 à 15 minutes, pour un petit peu défendre leurs idées. Oui, certainement, comme une soutenance. Hein. Tout à fait. Voilà, comme une soutenance. Donc là, nous sommes en train de voir quelques photos qui défilent, qui nous montrent un petit peu l'ambiance qu'il y avait au niveau donc, de toute cette semaine d'entrepreneuriat. Alors, c'était tous des étudiants de l'école d'agronomie. Donc, vous avez dit qu'il y a eu collaboration avec une équipe mixte, mais pour le niveau donc, de première à cinquième année. Tout à fait, c'est ouvert à tous les étudiants et même aux jeunes diplômés. Ceux qui sont fraîchement diplômés et qui souhaitent donc participer, on leur a ouvert également l'opportunité. Voilà, pour les jeunes. Ce qui est à souligner aussi lors de ces ateliers, c'est qu'on a remarqué une compétition, certes, entre les équipes, mais aussi une co-compétition. C'est-à-dire que les équipes s'entraident aussi en matière de conseils, en matière de définition de concepts, ce qui est très apprécié. Je dois vous dire qu'il y avait une très très belle ambiance. Une belle complicité. Donc même s'il y avait de la compétition, il y avait quand même de la complicité. Tout à fait. N'est-ce pas? Parce que finalement, on va sur des choses différentes aussi dans les solutions. Voilà. Même si on travaille sur la même problématique et qu'on a peut-être des solutions qui semblent à première vue similaires, mais quand on va dans le détail, on voit quand même que chacun d'eux a un profil différent, un background aussi différent, une personnalité différente. Ce qui fait qu'au fond, les solutions ne sont pas tout à fait similaires. Effectivement, on a une diversité. Voilà, ne sont pas les mêmes. Et donc, une fois que la finale c'est aujourd'hui, on leur souhaite déjà une très belle réussite à tous. Et donc, généralement, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais généralement, il n'y a pas forcément des perdants, il n'y a que des gagnants. Donc, il y a les 3 qui seront effectivement pris en charge par les opérateurs économiques. Mais sinon, qu'en est-il des restes? Parce que ça reste quand même des solutions innovantes, ça reste quand même des solutions très, très intéressantes. Après, c'est comme ça, les concours, le meilleur gagne, on n'y peut rien. Mais est-ce que, par exemple, l'incubateur pourra par la suite ou pensera par la suite accompagner quand même ces solutions qui n'ont pas été sélectionnées, qui ne seront pas sélectionnées aujourd'hui, pour pouvoir développer probablement ces solutions à l'avenir? Je suis tout à fait d'accord avec vous. En discutant avec les candidats, les finalistes cette semaine, beaucoup d'entre eux m'ont dit, voilà, on a appris des choses qu'on n'aurait jamais pu apprendre dans le cursus classique. Voilà, on a acquis de nouvelles compétences, on s'est ouvert au marché quand même de l'agriculture, des projets agricoles dans le Sahara, dans le Sud. On a compris comment fonctionnent ces grands opérateurs économiques. Donc autant d'opportunités. De ce côté-là, ils sont tous gagnants. Moi, je leur dis aussi, de toute façon, le fait d'avoir participé à ces compétitions, oui, à ces ateliers, vous êtes déjà gagnant. Comme je disais tout à l'heure, on a une quarantaine d'étudiants répartis en 14 projets de solutions. Donc, vous avez bien dit, 14 projets d'entreprise. Et nous, en tant qu'incubateur, on est ouvert à l'accompagnement de tous ces jeunes. Donc, c'est l'avantage finalement de l'incubateur. Nos portes sont ouvertes et on va les accompagner, bien sûr, tous ceux qui souhaitent, bien sûr, continuer à développer, on les encourage beaucoup. Inch'Allah. En tout cas, aujourd'hui, rendez-vous pris pour la finale, n'est-ce pas?
Oui. pour la sélection donc, des meilleurs projets. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Donc, on vous libère parce que dans un petit moment, ça va être la finale, ça va être la clôture voilà, de cette semaine. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup à vous. Donc, je rappelle, docteur Manan Nechar, vous êtes la responsable de l'incubateur donc, au niveau de l'École nationale supérieure de l'agronomie. Vous êtes aussi enseignante-chercheur au niveau de la même école. Voilà. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci. Nous allons aller du côté de la SAFEX puisque là-bas, il y a eu lieu donc, le salon de la date. C'est un reportage donc, signé Saïda Mayouf. On se retrouve juste après. À travers le Salon international de la date dans sa deuxième édition, tenue sous le slogan « Nos dates, authenticité et économie durable ». Un slogan traduisant parfaitement la place de choix qu'occupe ce produit phare de la production agricole du pays. L'investissement dans le domaine de la filière des dates est ouvert à tout le monde. Le secteur de l'agriculture, il a quand même déployé beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour promouvoir cette production et également d'élargir et d'étendre les superficies qui sont cultivées. Nous prévoyons pour à l'horizon 2027 d'atteindre 1 million de palmiers et le programme est en cours. Donc il reste maintenant, c'est la promotion de notre production par le biais de la transformation, également la labellisation et la protection de nos variétés. C'est le premier produit agricole exporté en dehors des hydrocarbures et donc avec les potentialités que l'Algérie possède en termes de production, en termes de diversification, de diversité variétale, la promotion, les salons internationaux est devenu un passage obligé pour la promotion de cette filière et cette production. Donc nous, c'est la promotion à l'intérieur pour le consommateur national et aussi la promotion à l'extérieur. Producteurs de dattes, transformateurs, conditionneurs, mais également exportateurs, œuvrent à promouvoir cette production qui connaît une énorme diversité variétale dépassant les 1000 variétés de dattes. Nous exposons différentes variétés de dattes. La production de cette année est très abondante, grâce aux efforts déployés par les agriculteurs et les facilitations de l'État. Nous exportons notre produit au nord, vers l'Europe, mais également au sud, vers l'Afrique. Nous sommes présents dans ce salon pour faire connaître notre produit, qui est d'une excellente qualité. Notre association est versée dans la recherche variétale, ainsi que l'industrie de transformation de dattes, telles que le chocolat, le sucre, ainsi que la confiture de dattes. Nous participons avec 5 producteurs et 5 variétés, les plus répandues à Janet, telles que Degla, El Rex et celles plus locales appelées Timrinan. Pour l'industrie de transformation, nous produisons le sirop de date, la poudre de date, mais également d'autres confections artisanales. Je trouve que ce salon est l'espace idoine pour valoriser le produit de la date, échanger nos expériences concernant le développement de cette filière, mais également nouer des partenariats fructueux. Moderniser la filière à travers la mécanisation, développer le marketing et introduire de nouvelles techniques culturelles demeure l'enjeu de taille à relever pour explorer davantage de marchés internationaux. Et voilà, donc c'était la foire des dates et ça se passe au niveau donc, de la SAFEX. C'est Saïda Mayouf donc, qui nous a fait ce compte rendu. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser ou nous allons parler beaucoup plus de spiritualité. Ce sera en compagnie donc, de notre ami Ahmed Greg Hassan. Avec lui, nous allons commémorer le 120e anniversaire donc, du décès, je vous le disais ce matin, de l'un des piliers de Zawiyat al-Hamé. Il s'agit de la Zineb et ce sera juste après cela. Et voilà, donc de retour sur le plateau. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaikum. Sabah al-anwar. Ibarak fik, Allah yislimik. Ça va Ahmed, ça se passe bien, une belle semaine? Alhamdulillah, ça va. Plutôt agréable. Oui, bon, on attend la pluie, Inch'Allah. On attend la pluie. Il y a eu quelques gouttelettes, elle nous a annoncé, Mina, ce matin. On a été quand même hier, par exemple. C'est le moment un peu des neiges, donc oui, donc voilà, donc c'est Harth Adam, donc c'est ils commencent à labourer les champs. Oui. Donc on attend à ce que viennent les grands froids parce que
le solstice d'hiver. Ah oui. Bientôt, Inch'Allah, dans un mois. Oui, c'est très bien. Et là, donc, on commémore maintenant l'anniversaire. Il y a l'anniversaire du décès de Hajj Mohamed Al-Anqa, novembre. Et il y a aussi l'anniversaire du décès de Lala Zeynep, donc le 26 novembre, ça fait 120 ans. Donc, elle est incontournable. Oui. Donc, elle a fait... Le 19e siècle a été un siècle très... il a défié les Algériens. C'était un siècle de défis. Donc, et la société algérienne a répondu en produisant des personnalités qui ont été à la limite à la hauteur de l'événement. Donc, il était contraignant. C'était un siècle contraignant. Mais on a eu l'Amir Abdelkader, l'époque de la période ottomane. On a des personnalités connues. On a entre autres Abou Ras Nassar, l'un des plus grands savants de l'Algérie. Et puis, on a eu Hamdan Khouja, un diplomate, un penseur, un leader dans la réflexion islamique, de la pensée islamique, notamment dans l'introduction de la quarantaine. Il y a eu Ibn al-Annabi, donc, qui était l'un des... Il était en faveur de la réforme, on en a parlé si tu te souviens, la réforme de l'armée. Et puis l'Amir Abdelkader et tous les résistants, Cheikh Bouhamama, Abou Brla, donc partout. Et à la fin du siècle, il y avait bien sûr les gens qui étaient là aussi pour absorber le choc de l'occupation, parce que bon, les premiers ont résisté, c'était la résistance armée, et puis bon, quand le poids colonial est tombé sur la société algérienne, donc il fallait absorber le choc. Il y avait entre autres Zawiya El-Hamel qui a participé dans cette démarche. Là, c'est Cheikh Zawiya, c'est Mohamed Ben Belkacem, on a parlé de lui, là. Lui, il est décédé en juin 1897, donc il a construit la Zawiya. C'était une zaouia donc, qui était censée être là pour l'enseignement du Coran et des sciences islamiques. Et aussi, donc, le choix du site, c'était, comme tu le disais, un coin mystique, beaucoup de spiritualité, zaouia, l'ascétisme, etc. Mais bon, par la force des choses, cette zaouia est devenue un refuge, parce que surtout après l'échec de l'insurrection de Mouqarani Cheikh El-Haddad, il y a plein de familles qui sont réfugiées à la zaouia. Donc il y a tout un quartier qui était consacré à ces réfugiés, et c'était une zaouia qui a continué à protéger, à alimenter les pauvres, les laissés pour compte du colonialisme. Et donc après le décès de Cheikh, le fondateur de la zaouia en 1997, donc elle était censée, bon, comme toutes les zaouïas, petit à petit disparaître. Mais sauf que Cheikh avait préparé, il n'a pas eu de garçon, il a eu une fille qui était apparemment mieux qu'un garçon, elle l'a tenu. Et c'est tellement rare finalement de trouver les filles qui prennent le relais dans ce genre de situation. Déjà au début, donc, pendant donc, que le Cheikh était vivant, le Cheikh se déplaçait beaucoup. Donc il avait au moins un voyage à Alger, chaque année il venait à Alger. Donc ça on le sait, et il se déplaçait dans toutes les zaouïas, il allait visiter, et elle était dans tous ses voyages, elle était avec lui tout le temps. Donc, et il discutait avec elle, donc il avait elle était très intelligente, Cheikh savait, donc c'était aussi une savante, Alma, parce qu'elle a été formée, donc on dit que quand elle était petite, elle a étudié chez son père, puis elle passait des nuits et des nuits dans la bibliothèque de la Zawiya à lire. Donc c'est une femme qui était très cultivée, on connaît pas, on ne sait pas apprécier son niveau, mais elle était très cultivée, elle était savante, elle était Alma. Donc, et c'est aussi la face féminine de la zaouïa, parce qu'il y a aussi des femmes qui viennent pour leurs problèmes. Donc, il y a des questions que des femmes ne peuvent poser qu'à des femmes. Donc, elle était là quelque part pour donner la fatwa, sinon pour être l'intermédiaire entre ces femmes et le cheikh. Donc, et elle était dans tous les déplacements, elle connaissait beaucoup de gens, elle connaissait beaucoup de zaouïa. Donc, elle a tissé son network, comme on dit, elle avait tout un réseau. Au décès de Cheikh en juin 1997, donc, c'était simple, donc il ne fallait pas se poser de questions. Le cousin était prêt, Mohamed Ben Mohamed, c'est le frère de Cheikh Mohamed. Donc, il était tout prêt. Et donc, voilà, la succession allait se faire le plus normalement du monde. Sauf que Lala Zeynep, elle n'a pas accepté. Parce qu'il y a eu l'ossia de son père. Donc, il y a déjà un premier testament. Et il y a eu aussi le chef du bureau arabe de Boussaada
qui s'est mêlé de l'histoire, donc ils voulaient l'obliger, ils sont partis la voir, ok, très bien, ok, il y a ton cousin qui va se marier avec toi, et tu vas devenir... Donc on va régler ça. Elle a dit non. Et non. Il y a du caractère, hein. Elle a dit non, et puis voilà, donc à un certain moment, les affiliés à la Zaouia, donc ils ne savaient pas, mais elle a tenu tête quand même, et elle leur a fait un procès. Donc, ok, très bien, nous sommes sous l'occupation, on va voir la justice française, qu'est-ce qu'elle va dire. Et la première accusation, vous êtes sexiste, vous êtes contre les femmes. Elle les a eues, donc elle a eu sa décision, elle est devenue cheikha, comme on peut dire. Je ne sais pas si le terme existe, mais elle est devenue la chef de la Zaouia de l'Hamen. Et la Zaouia de l'Hamen avait comme annexe une centaine de Zaouia, de petites et grandes Zaouia aussi, partout en Algérie. Et c'était l'une des têtes de la Tariqa Rahmaniya aussi, après le décès de Cheikh Al-Haddad, parce qu'avec le décès de Cheikh Al-Haddad, la Tariqa Rahmaniya s'est un peu éparpillée. Donc c'était une mesure de survie, on en a déjà parlé. Donc, il y a eu plusieurs chefs en même temps. Entre autres, Cheikh de la Zaouia de l'Hamen. Donc, elle a hérité de cette Mashiacha, de la Tariqa Rahmaniya. Mais non seulement elle a gardé les biens, elle a entretenu et peut-être même amélioré les biens de la Zaouia. Elle a continué le projet de son père qui était la construction de la mosquée parce qu'il l'a laissé à moitié. C'est elle qui a terminé les travaux. Elle a entretenu les biens de la Zaouia en Algérie et ailleurs. Et c'était comme des bourses qu'elle donnait aussi à des ulama qui étaient dans plusieurs régions de l'Algérie ou ailleurs. Donc elle leur envoyait aussi une contribution financière pour qu'ils puissent vivre et continuer à enseigner. Elle a aussi entretenu un enseignement de niveau à la Zaouia avec beaucoup de chouyours qui venaient, qui enseignaient à la Zaouia. Et à son décès, donc on sait qu'elle a laissé la Zaouia telle qu'elle. Et pour voir un peu l'importance de la Zeynep, c'est à travers les visiteurs, on a plusieurs noms qui venaient visiter la Zaouia, entre autres Isabelle Eberhardt. Oui. Donc elle a visité la Zeynep plusieurs fois et elle était intriguée par cette dame qui était là et elle savait un peu être une musulmane, donc elle est un peu retirée, mais elle est chef de Zaouia, elle joue son rôle aussi. Donc à chaque fois, il y a une amitié qui s'est liée entre elles. Donc elle a beaucoup influencé. Ça, c'est l'écriture. Donc ça, c'est la calligraphie de Zeynep. Donc elle signe Zeynep bint Cheikh. Son écriture elle-même, sa calligraphie elle-même. D'accord. Ça, c'est Charles de Galland qui l'a mis dans son livre quand il a visité. Donc, Charles de Galland, il a visité la Zaouia quelques mois après le décès de Cheikh Mohammed, le fondateur. 6 mois, 7 mois après. C'est un autographe, hein? Oui, c'est un autographe, exactement. C'est son autographe à elle. Donc, à l'époque, et on voyait, parce qu'il parlait plus de son cousin que d'elle. Donc on voyait que un peu le rapport des forces qui pesait vers son cousin. Mais 2 ans après, avec Paul Eudel, qui est parti visiter la Zaouia aussi, donc là, on voit que le cousin était marginalisé, il était chez lui, dans sa petite maison, et c'est Lalla Zeynep qui a reçu tout le groupe de visiteurs. Et il y a eu d'autres gens qui sont partis la visiter. Donc, et puis par la suite, donc, depuis le fondateur, Cheikh Mohammed et Lalla Zeynep, il y a eu d'autres chouyours de la Zaouia. Mais on parle très peu d'eux, donc ils n'ont pas fait autant de vagues autour d'eux. Donc on connaît Cheikh Mustafa, Cheikh Khalil, on connaît l'actuel Cheikh Mamoun, qui est aussi le recteur de la mosquée d'Alger, la grande mosquée d'Alger. Mais donc, elle est singulière. Donc, cette singularité, cette capacité, et on voit aussi, même dans les entretiens qu'elle accordait à ces gens, elle les accueillait, c'était vraiment, elle les accueillait en maîtresse chez elle. Donc, elle leur donne des entrevues de quelques minutes, elle les reçoit, oui, bonjour, salam alaikum, et puis elle est bienvenue, et puis c'est tout. Donc, il n'y a pas de trop de... Et elle se retire tout de suite. Et voilà, donc c'est pas la bonne... Elle était encadrée pour... Exactement, donc elle a c'est été vraiment... encadrée, accompagnée
pour pouvoir finalement tenir le relais. Exactement. Et bien sûr, il y a plein de légendes ont été tissées autour d'elle. Bien sûr, on connaît la croyance populaire, donc les gens parlent d'elle, des miracles qu'elle a fait, elle a soigné des gens, elle a fait jusqu'à présent, il y a aussi des poètes de Melhoun qui ont écrit des poèmes sur elle. Il y a des poètes aussi de Fasih, comme on dit, donc qui ont fait aussi des poèmes. Donc elle a vraiment marqué son temps, la Zeynep. Ça fait 120 ans et on continue à découvrir des choses autour d'elle, bien sûr, parce que c'est une personnalité qui a marqué l'Algérie à la fin du 19e et au début du 20e siècle et elle fait partie de l'Algérie. Elle est incontournable. Dans cette rubrique, on a parlé de quelques femmes, parce qu'elles ne sont pas nombreuses. La Fatma Soumer, les sœurs Boufdji, Saïda Chama et Saïda Khadra. On a parlé de Mimiche, la géologue. On a parlé de Nafisa Hamoud. Nafisa Hamoud. Donc, on a parlé de quelques femmes. Mais quand même, la Zeynep, elle est au top 3, comme on dirait, de toutes ces femmes qui ont marqué l'histoire intellectuelle et savante de l'Algérie millénaire. Effectivement, donc on rappelle, ça reste quand même un pilier finalement de Zawiyat El-Hamel et on continue effectivement de... Pas que de Zawiyat El-Hamel. Oui. Parce que pas que de Zawiyat El-Hamel. De Zawiyat El-Hamel particulièrement, mais effectivement Parce que jusqu'à présent, quand les islamologues étudient ou s'intéressent à ce qu'ils appellent le genre, donc il y a une littérature de genre autour. Donc dans le monde musulman, Zawiyat El-Hamel est toujours citée parmi les femmes qui ont marqué l'histoire musulmane. Parce qu'elle a tout simplement dit non. Voilà, tout simplement, effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed, d'avoir rendu hommage donc à cette dame de fer, hein, finalement, si on peut l'appeler ainsi. Et donc, on a marqué... Disons dame de savoir. Dame de savoir, effectivement. Et donc, nous avons commémoré le 120e anniversaire de son décès. En tout cas, merci beaucoup, Ahmed. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre découverte, encore une fois. Merci beaucoup. Bonne semaine. Et on continue cette fois-ci, nous allons nous intéresser au métier du web, puisque c'est une semaine qui a été donc très riche effectivement en événements autour du numérique d'une manière générale, dont l'événement Algérie 2.0. Voilà, Algérie 2.0, et c'est Hamid El Bouh qui s'y est intéressé donc à ces métiers dans ce reportage et on se retrouve juste après. Les métiers du web ne cessent d'évoluer et d'attirer les jeunes talents. L'événement Algérie 2.0, organisé du 19 au 23 novembre à l'incubateur de Sidi Abdallah, offre une opportunité unique de découverte et d'apprentissage. Entre ateliers pratiques, exposés techniques et échanges enrichissants, Algérie 2.0 met en lumière les innovations et les défis des métiers du numérique. Le but d'Algérie 2.0, bien sûr, c'est de mettre en liaison et mettre un pont entre les étudiants qui sont toujours à l'université et le monde professionnel, pour éviter le choc qu'ils rencontrent quand ils sont recrutés et passer plusieurs mois à essayer de s'adapter. Donc la santé est une Les ateliers sont axés sur le développement web, l'intelligence artificielle et le marketing numérique. Cet événement est un pont entre les étudiants, les professionnels et les startups. L'objectif d'Algérie 2.0 est de rapprocher les jeunes de l'écosystème numérique et de leur donner des clés pour réussir dans les métiers d'avenir. Un microclub, on est comme co-organisateur aujourd'hui à Algérien 2.0. C'est M. Mbarek Karim qui nous a donné l'opportunité d'être co-organisateur. Dans plusieurs événements où on était aussi co-organisateur qui m'a éduqué les deux éditions et DAS les deux éditions. Chefuna comme un club étudiant étant très actif et très compétent, ils nous ont appelés, ils nous ont donné encore une fois une chance d'être co-organisateur.
étudiants et lycéens se rassemblent pour explorer les nombreuses facettes de cet univers dynamique. Adlan Rbi, fondateur de GM Software Algérie, partage son expérience en tant qu'entrepreneur dans le domaine des solutions. À travers de tels événements, il montre aux jeunes que réussir dans le numérique est à la portée de tous, avec du travail et de la passion. L'expérience avec l'Algérie 2.0 a commencé depuis la première édition. J'étais étudiant. Après, l'Algérie 2.0 m'a aidé à entrer dans le domaine de l'informatique. Et depuis, j'ai participé à plusieurs hackathons ici à l'Algérie 2.0. Ensuite, j'ai monté dans l'expérience, où il est coach dans les mêmes hackathons. Et maintenant, je suis chef d'entreprise dans le domaine de l'informatique. Et cette année, je suis speaker dans le même événement. L'événement est une chance pour les jeunes étudiants pour mieux comprendre les besoins du marché et d'acquérir les compétences pratiques. Ce rendez-vous témoigne d'un véritable engouement pour l'innovation technologique et la collaboration en différentes générations. Je suis un développeur multiplateforme ونخدم من داك مانتونونس. جيت نشوف هنا التكنولوجي جديد اللي كاين لي ديفلوبمون جيم ديفلوبمنت كاين هنا لي بروجي تاع MCS لي روبوتيك هنا. C'est un événement très important للبلاد pour les développeurs كيما هنا pour les jeunes كاع. Au cœur de l'écosystème numérique national, Algérie 2.0 ouvre la voie à une jeunesse ambitieuse et résolument tournée vers l'avenir. Et Algérie 2.0, c'était donc l'événement auquel notre collègue Hamid El-Bouas s'est intéressé. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser toujours au domaine des étudiants et toutes les activités que les étudiants font pour la promotion justement de leur domaine, de leur activité, mais surtout pour préparer aussi les étudiants au monde professionnel. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au club scientifique qui nous vient de l'université Alger 3, particulièrement la faculté des sciences de l'information et de la communication. La vice-présidente du club scientifique Hassan Himran est parmi nous aujourd'hui, Farah Roman. Bonjour Farah. Bonjour, merci pour l'invitation. Ah ben, ça me fait plaisir de te recevoir. Comment vas-tu? C'est un plaisir partagé. Ça va, tu vas bien? Ah bah, par été, prochainement, tu seras mon étudiante. Inch'Allah, l'année prochaine. Mais en coulisses, ça m'a dit, je te mets à -4. Qu'est-ce que t'en penses? Non. Drôle de négociation. Hein. Oui. Franchement, drôle de négociation en venant à Bonjour d'Algérie. Franchement, je suis gentille, je ne mérite pas à -4. Il faut voir avec Ahmed Ghaliga Hassan alors, hein. N'est-ce pas? Alors, Farah, encore une fois, ça me fait plaisir de te recevoir. Et Farah, donc, tu es vice-présidente du club scientifique Hassan Himran. C'est un club scientifique qui a vu le jour il y a quelques années. Présente-nous un petit peu le club. Alors, le club scientifique Afaq Al-Alam Hassan Himran a été créé en 2020 par un groupe d'étudiants. Ce club a été créé et a été nommé après le professeur Hassan Himran, rahimahullah. C'est un professeur qui a beaucoup contribué à la faculté de l'université de sciences de l'information et communication. Donc, on a nommé le club après lui. Ce club nous aide à se rapprocher. Et c'est le premier club à la faculté de AG3 qui a été récompensé par le Wali de la Wilaya d'Alger à l'occasion de la Journée internationale de la presse. La récompense a été justement parce qu'on a rapproché les étudiants du journalisme du côté pratique. Donc on a organisé un concours l'année passée, Wissam Al-Ahlam. C'était un concours national au sein de l'université d'Alger 3. C'était un concours qui a rapproché les étudiants nationalement, Alors, on rappelle que c'était un concours donc, où vous avez fait appel un petit peu à toutes les universités de sciences de l'information et de la communication à travers le territoire national, n'est-ce pas, où vous avez invité un petit peu les talentueux
n'est-ce pas? Oui. Que ce soit en présentation, que ce soit donc présentation, animation, n'est-ce pas? Exactement. Donc il y avait plusieurs catégories. Exactement. C'était sous le slogan de le présentateur d'Algérie, c'est toi. Oui, c'était ce slogan. Où, Inch'Allah, avec la bénédiction du Dieu, et on va franchir une nouvelle étape, et c'est la deuxième édition du concours. C'était avec l'annonce officielle du ministère de l'Éducation supérieure et des Recherches. De l'enseignement supérieur et de la recherche. Oui, de l'enseignement supérieur et des recherches. Grâce aux efforts de notre doyenne, je le remercie au passage. Professeur Malika Atoui. Oui, professeur Malika Atoui, je la remercie. Elle nous a aidé à franchir la deuxième étape, et c'est la deuxième édition du concours. Ah, ce sera la deuxième édition du concours. Oui. Donc on a déjà une première expérience, qui était une belle expérience, d'ailleurs une belle réussite, qui a pu regrouper plusieurs étudiants. Vous avez donné la chance à plusieurs étudiants. Exactement. Cette fois-ci, donc ça va être, on va dire, plus grandiose, parce qu'on a un peu plus d'expérience. Exactement. Il y aura des nouveautés, un autre niveau de professionnalisme, et bien sûr, il portera le slogan de les stars du podcast de l'Algérie. Ah, d'accord. Donc là, on passe au podcast. C'est vrai que les podcasts, c'est la grande tendance en ce moment. Exactement. N'est-ce pas? Ça rivalise finalement avec les gros médias. Exactement. N'est-ce pas? Ça finalise. D'ailleurs, même les gros médias aujourd'hui, même au niveau de certaines télévisions dans le monde, on propose des programmes carrément en format podcast. Oui, finalement, qui sont télévisés ou qui sont au niveau de la radio. Alors, Farah, en plus donc, de ce gros événement, parce qu'on va dire c'est l'événement le plus marquant du club, parce que là, ça reste quand même d'envergure nationale. Et c'est très, j'ai envie de dire, c'est très minutieux comme travail, parce que là, on parle au talent. Et généralement, les personnes qu'on reçoit sont toutes talentueuses, et c'est très difficile finalement de sortir ou de choisir le plus talentueux. Alors ça va être la deuxième édition, Inch'Allah. On a hâte donc finalement de voir un petit peu les résultats. Mais sinon, Farah, en plus de ce gros événement, donc on va dire qui est la marque ou la carte d'identité du club, il y a plein d'autres activités que vous faites au niveau de la faculté au profit des étudiants. Alors parlez-nous un petit peu de ces activités. Alors ça dépend des commissions. On a plusieurs commissions. Voilà. On a la commission d'anglais, la commission d'audiovisuel. Alors on rappelle que la faculté des sciences de l'information et de la communication a été l'une des premières à faire une section pilote d'ailleurs, section anglophone pilote, qui a donné ses fruits. Oui. On a une autre commission d'audiovisuel, de la presse écrite. Alors, ça dépend de la commission, mais généralement les activités qu'on propose, c'est des formations, des ateliers. Ces formations, ces ateliers-là vont aider les membres du club à se développer, à comment être un journaliste, à comment se présenter, à comment parler. Donc ça dépend de la commission, comme la commission du média numérique qui a été créée avec le nouveau département qui a été ajouté par la faculté. Cette année aussi. Cette année, oui, les médias numériques. Par exemple, on propose des ateliers en marketing numérique, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les médias. Très bien. On propose aussi des visites médiatiques vers les institutions, vers les chaînes, vers les télévisions. Donc, on propose aussi des ateliers juste avec des professeurs, des docteurs comme vous. Donc, voilà, on fait des sorties. Donc, voilà. Donc des sorties au profit des étudiants, donc encore une fois pour les rapprocher finalement et les préparer surtout au monde professionnel. Alors Farah, c'est toi qui est responsable un petit peu des relations extérieures, donc c'est un peu toi qui est responsable de prendre contact finalement avec toutes ces institutions. Ça se passe comment? Exactement. Alors bon, déjà ça nous aide, notre doyenne, elle nous aide beaucoup. Elle nous aide beaucoup. Déjà, il faut avoir le hockey de l'université. Oui. Le hockey de l'université. Après, on contacte les institutions et on aura le hockey. On prend un certain nombre d'étudiants. Un certain nombre, environ de 10 à 30 personnes. Ça dépend l'événement. C'est pédagogique, ça dépend, bien sûr. Oui, ça dépend de la sortie. Et après, on voit le thème et on contacte l'institution particulière. La prochaine, ce sera quelle destination? Tu as une idée ou vous allez encore discuter de cela? Non, pas encore. On fait des formations.
Pour l'instant, c'est des formations. Surtout avec la commission du média numérique, on fait des formations. Au profit des étudiants. Exactement, parce que c'est un nouveau département, c'est une nouvelle spécialité. Alors c'est nouveau pour nous. Moi, je suis étudiante, je fais partie de cette spécialité, donc c'est nouveau pour nous et ça nous aide beaucoup, ces formations et ces ateliers-là. Effectivement. En tout cas, Farah, bravo pour tout ce que vous faites au niveau du club. Alors on encourage encore le club à donner le meilleur de lui-même. En tout cas, c'est ce qu'il fait. Et félicitations pour tout le travail que vous faites. Très très belle continuation pour le club et mes amitiés à tous les membres du club. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Tu veux rajouter quelque chose? Oui. Alors, je veux saluer les membres de notre club et je veux dire que aussi notre club, il a les portes ouvertes pour tout le monde. C'est un espace culturel. Notamment, vous pouvez vous développer vous-même, vous mettre en avant, mais aussi c'est un espace pour créer des liens avec des personnes qui partagent le même objectif, le même rêve que vous. Moi, personnellement, j'ai créé beaucoup de liens avec des personnes magnifiques. Et je voudrais remercier aussi notre président, mon collègue Rami Moustapha El-Fartas, qui nous a beaucoup aidé. Et un jeune très dynamique, effectivement. Un jeune très dynamique. Et moi, un petit coucou pour Mehdi, particulièrement, n'est-ce pas, qui est aussi un autre membre du club. En tout cas, Farah, merci beaucoup. Très belle continuation dans tout ce que vous allez entreprendre au niveau du club. Et je te dis à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres événements. Voilà, on continue. Cette fois-ci, c'est une petite balade que je vous propose à travers ces belles images et on se retrouve juste après. À partir donc de ces belles images, place au cinéma à présent en compagnie de notre ami Nabil Kitouni. Nabil, bonjour. Bonjour, Anna. Comment ça va, Nabil? Ça va. Ça se passe bien? Apparemment, tu vas nous emmener en voyage aujourd'hui à travers le cinéma quelque part. Oui, un voyage, on va se rappeler de... si on commençait, si je vous dis quel est le lien entre ces réalisateurs qu'on va voir sur le grand écran. Je veux dire, petit écran, je suis habitué à ce grand écran. Oui, on voit l'influence, Nabil, on voit l'influence. Allez, c'est justifié. Alors, quel est le lien entre Francis Ford Coppola? On va voir aussi, je crois, après, ça va être Scorsese, le lien entre plusieurs réalisateurs, Francis Ford Coppola, Scorsese, et il y aura après, vous allez voir, James Cameron et Ron Howard. James Cameron, le réalisateur de Titanic, Avatar et tout ça. C'est ceux que j'ai reconnus d'ailleurs dans toute cette panoplie. Alors, ces réalisateurs, il y a une quatrième photo, je crois que c'était le réalisateur Ron Howard. Alors ces réalisateurs, le lien commun entre tous ces réalisateurs, à part d'avoir fait de grands films... Je peux faire un petit essai? Ah ouais? J'allais dire un peu la science-fiction. Non. Non. Bon, alors. Non, parce que Coppola fait de la science-fiction. Même si le dernier film, on peut dire. Voici le quatrième. Ça, c'est Ron Howard, qui a joué dans la série Happy Days. Oui,
qui est le réalisateur de Cocoon, de plusieurs films. Maintenant que tu dis ça, Alors, ça me revient. Le lien entre tous ces réalisateurs, c'est un réalisateur et producteur, loin, hein. Roger Corman, le roi et le pape en quelque sorte du cinéma pop américain. Celui qui a fait les beaux jours de la série B, ce qu'on appelle les films à petit budget, Roger Corman. Et pourquoi je dis les liens? Parce que c'est cette personne, réalisateur-producteur, réalisateur de 50 films et producteur de plus de 400 films, 400-500 films. C'est lui qui a mis, c'est-à-dire qui a lancé la carrière de ces réalisateurs à une époque où voilà, il y avait le classicisme un petit peu hollywoodien. C'est un cinéaste, je dirais, de Roger Corman, un cinéaste autodidacte qui a appris sur le tas, qui a créé sa propre maison de production, loin du standard et des standards hollywoodiens, qui a abordé des thématiques, même si c'était des films de série B qu'on voyait avec des titres un peu, par exemple, l'attaque des monstres crabes, mais il a mis en avant, je dirais, les mots de la société américaine à l'époque. Il a fait des films contre la ségrégation raciale, c'est-à-dire Intruder, des films qui ont traité de l'époque. Quelques titres peut-être, Nabil, pour Intruder et la petite maison des horreurs, la petite boutique des horreurs. D'accord. Il y a plusieurs films. Il a mis en avant aussi des nouvelles d'Edgar Poe. D'ailleurs, il a aussi lancé la carrière de nombreux acteurs, des acteurs qui font aussi les beaux jours du cinéma hollywoodien, qui ont fait beau. Si je vous dis Jack Nicholson, Robert De Niro, Sandra Bullock, Denis Hooper, tous ces acteurs qui ont fait un petit peu, je dirais, les beaux jours et qui continuent à le faire du cinéma américain. Des acteurs qui n'ont pas tout de suite travaillé dans le cinéma, je dirais, grand public, je dis hollywoodien, avec tous les standards, qui ont commencé chez Roger Corman, des films à petit budget, qu'on voyait parfois même dans les drive-in et tout. Et voilà, c'est en quelque sorte le gars la personne, le réalisateur, producteur, qui a mis en avant tous ces réalisateurs. D'ailleurs, lorsqu'on interroge le réalisateur de Roger, je dirais, Cameron, réalisateur de Titanic, Avatar et Terminator, lorsqu'on lui dit, alors l'école de cinéma, il a dit, moi j'ai été formé à l'école Corman. C'est dire un petit peu le respect qu'on doit à cette personne. Et toute la gratitude aussi qui va avec. Coppola qui l'a fait tourner dans un petit rôle dans Le Parrain, pour remercier un petit peu. Coppola, Scorsese qui a tourné son premier film, qui a été produit par Roger Corman, Scorsese à qui on doit Taxi Driver, Les Affranchis, tous les films qui constituent le Gotha, je dirais, du cinéma hollywoodien. Tous ces réalisateurs ont débuté parce qu'ils ont tous un mot pour définir Roger Corman, Coppola comme Scorsese. Ils ont un mot pour définir Corman, c'est la rigueur. C'est-à-dire parce qu'ils n'avaient pas peu de temps pour tourner, petit budget, et donc c'était la rigueur. Ils ont appris la rigueur. Plus tard, bien sûr, ces personnes dont je vous ai cité un petit peu le parcours ont eu des budgets un petit peu énormes, comme Cameron, Coppola et tout, plus importants. Et voilà, c'est quelqu'un qui avait traité un petit peu des sujets qui étaient, c'est-à-dire mis de côté par le cinéma hollywoodien à l'époque. Je parle de la ségrégation raciale. En 1961, il avait fait un film sur Intruder qui traitait un petit peu de ce sujet, de cette thématique. Il a mis en avant le malaise un petit peu de la société américaine, parce qu'il ne faut pas oublier, il faut se mettre à l'époque, les années 60, la bombe atomique, la course vers l'armement et tout ça. Tous ces films avaient un message, c'est-à-dire, voilà, il y a des messages, c'est-à-dire à travers ces films, il y avait des messages, la lutte contre le macartisme, si on se rappelle bien dans les fins des années 50, c'est ça, macartisme et tout. Il y avait ça, c'est-à-dire à travers ces films qu'on voyait, qu'on rigolait, mais il y avait des petits messages qui traitaient un petit peu des maux de la société de l'époque, des films à petit budget, un cinéma indépendant, et qui a mis en avant tous les acteurs et tout le cinéma. En plus, il y a eu certains films qu'on a vus plus tard, il y a eu des remakes des films qui ont été tournés par Corman et produits par Corman à l'époque, comme la petite boutique des horreurs. Je ne sais pas pourquoi je pouvais parler de la petite maison dans la petite. Oui, bon, je sais pas si ça va. Voilà, il y avait la petite boutique des horreurs. Il y a un peu subconscient qui nous amène. La course à la mort. Il y a eu aussi Piranha. Il y a eu des films qui ont donné des idées aussi à Spielberg pour Les Dents de la Mer. Il y a eu beaucoup de films qui ont été une rampe de lancement pour le cinéma qui est venu après. Et voilà, quoi. C'était de rendre hommage à cette personne
qui est un peu méconnu, je dirais, mais qui est méconnu du public, je dirais. Mais des vrais cinéphiles, Roger Corman, c'est une, je dirais, c'est une page et c'est une histoire du cinéma américain, même si, encore une fois, c'était le réalisateur et producteur de films de série B qui ont constitué, je dirais, la matrice des films qu'on a vus plus tard, des films indépendants. On a pu voir Easy Rider grâce à Roger Corman, film qui a été un film culte des fins des années 60, début des années 70, avec Dennis Hooper, Jack Nicholson et Peter Fonda. Voilà, je voulais un peu rendre hommage à cette personne qui est morte à l'âge de 98 ans en mois de mai. Voilà, il y a quelques mois de cela, donc c'était un hommage que tu as choisi finalement de parler, parce qu'on voit la carrière, je dirais, merveilleuse et somptueuse, pour ne pas dire lorsqu'on voit ces grands noms du cinéma, et qui remercient quelque part. Ils ne sont pas avares, et qui parlent d'école de Corman, parce qu'un mot les réunit tous, c'est la rigueur. Et on a pu voir à travers. Là, c'est Sandra Bullock qui a été lancée aussi par Sandra Bullock, on connaît l'actrice de Speed. Incontournable, franchement. Jack Nicholson, Sandra Bullock, et voilà. Voilà, donc un bel hommage finalement. Mais finalement, Nabil, qu'est-ce qui fait que certains réalisateurs, donc lui quand même... Voilà, ça c'est Jack Nicholson dans la petite boutique des horreurs. Voilà, donc là quand même, ce sont des réalisateurs qui ont beaucoup fait pour le cinéma, mais qu'est-ce qui fait finalement qu'il y a des réalisateurs qui sont peu connus par rapport à d'autres, alors que leur travail finalement, c'est un travail laborieux? C'est des réalisateurs aussi qui n'ont pas cherché forcément, qui ont cherché à vivre leur passion, qui n'ont pas cherché forcément. Ça, c'est Dennis Hooper, l'acteur qui a été également, qui a joué dans Easy Rider, qui a été lancé un petit peu, des carrières qui ont été lancées, je dirais, par Roger Corman. Et voilà, des acteurs connus, comme on va prendre cet exemple et tout. Mais c'est quelqu'un qui a toujours été en porte-à-faux par rapport au cinéma classique, hollywoodien et tout. Il voulait faire ses petits films chez lui, pour un public et tout. Après, c'est aussi l'époque, qui voulait ça, c'est l'époque. Mais c'est grâce à lui qu'on a pu voir un cinéma indépendant. Lui, c'était post-indépendant, qu'on a pu voir des Spielberg tourner duel, des films qui n'étaient pas forcément dans de la mer. Il y a eu ce qu'on appelle les films à gros budget. Mais c'est des gens qui ont appris chez lui, sur le tas chez lui, qui parlent d'école et tout. Voilà, donc c'était un hommage aujourd'hui qui lui a été rendu. En tout cas, Nabil, merci beaucoup de nous faire découvrir, surtout parce que moi je connaissais quelques titres, mais lui finalement je ne les connaissais pas. Voilà, une belle découverte aujourd'hui, Nabil. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre découverte, pour un autre voyage, notre escale. Inch'Allah, merci beaucoup Nabil. Alors, en compagnie de notre ami Ahmed Ghaliga Hassani, il y a quelques instants, nous avons commémoré le 120e anniversaire du décès de Lalla Zeynep, et nous continuons avec les commémorations, puisque cette semaine aussi, nous commémorons aussi l'anniversaire de la disparition de l'un des piliers, le cardinal, donc finalement de la chanson Chabi. Il s'agit de Cheikh Lanqa. Et d'ailleurs, cette semaine, il va y avoir la 4e édition du prix de Cheikh Lanqa, et je vous laisse donc voir ce reportage là où Hamid Rbouh revient sur sa vie. On se retrouve juste après. Durant une carrière de plus de 60 ans, El Hadj Mohamed El Anqa a légué au répertoire algérien pas moins de 360 qsid et quelques 130 disques. El Hadj a marqué l'histoire de la musique chabi par des mélodies, des paroles et un charisme. Son talent
réside dans ses capacités vocales phénoménales. Il n'a cessé d'innover en matière d'interprétation en y apportant ses propres touches, sortant du style conventionnel qui était pratiqué par les maîtres du genre andalou. Il a créé une musique qui parle au-delà des mots, une musique qui résonne dans l'âme et qui encore aujourd'hui fait vibrer les générations actuelles. Et c'est dans une ambiance empreinte d'émotion et de célébration qu'une rencontre exceptionnelle s'est tenue dans la maison Sergoua, une famille d'artistes, à Bouzria, sur les hauteurs d'Alger, à l'occasion de la commémoration du 46e anniversaire de sa disparition. La commémoration, c'est l'anniversaire de la mort du grand maître, du roi du Chabi. Le Hajj Mohamed Al-Anqa, Cheikhna, Allah yarhamou, اليوم c'est-à-dire le 23. On a donné un peu avant, le 21, c'est pour commémorer sa mort, où on demande à tous les Algériens et le monde arabe et le monde entier, celui qui connaît l'Anqa, qu'il ait une pensée en sa mémoire. Al-Anqa n'était pas seulement un musicien, il était un transmetteur de valeurs, un gardien de notre mémoire collective. Nous sommes au mois de novembre. Le mois de novembre pour l'Algérie, c'est un mois de combat, c'est un mois de mémoire, c'est un mois de détermination et d'honneur. La première chanson patriotique après la Révolution et qui a marqué les esprits jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ça s'est passé à la Kasbah, le deuxième, la place était à deuxième. C'était la première fois où le Hajj Mohamed Al-Anqa chantait cette chanson. Il l'avait composée pendant la Révolution, figurez-vous. Il l'avait composée, il l'avait mise de côté. Et le 3 juillet 1962, il y a eu une fête, deuxième, à la Kasbah. Et ce qui a marqué les esprits, non seulement la chanson qu'avait chanté le Hajj Mohamed Al-Anqa, qui est pratiquement un hymne, c'est les youyou. Le Hajj Mohamed Al-Anqa, quand il y avait un monde fou à la Kasbah, quand il avait entamé la chanson, il s'est arrêté d'émotion, parce qu'il y avait des youyou, tout l'huile, toute la Kasbah. Lui-même a été ému, il a arrêté puis il a repris. Et cette chanson a marqué l'histoire de l'Algérie. Alhamdoulilah, c'est une chanson vraiment phare. Voilà, c'était donc un hommage rendu à Al-Hajj Mohamed Al-Anqa, puisque cette semaine nous commémorons donc sa disparition aussi. Donc on rappelle un événement, la 4e édition donc du prix Al-Hajj Mohamed Al-Anqa aura lieu cette semaine, et c'est Hamid Rbouh qui lui a rendu hommage à travers ce reportage. Et nous allons toujours rester dans la page de l'art, de la culture, comme chaque samedi. Nous rejoint notre amie Amina Zeri. Amina, bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Marhaba bik. Wasbah al-khair barbahak. Inch'Allah ya Rabbi. Beaucoup de bonheur et beaucoup de belles choses. Oui, Qad al-Hajj Mohamed Al-Anqa, le cardinal, l'école, une grande école du Chabi, Rabbi yarhamou. Moi, je me rappelle, j'étais très très jeune, spécialement Qahwat Malakoff, juste pour le voir. C'était le cardinal, le grand monsieur. Et ça t'a fait quoi? Grande émotion, c'est une grande émotion. Et puis c'est un monsieur qui avait beaucoup de classe. Oui, très imposant.
ما تسمعش. هو اللي قال واحد النهار قال له اهدر كيما تلبس ولا البس كيما تهدر. دونك ربي يرحمه ويسهل. C'est lourd en sens, c'est profond en oui, sens. exactement. صباح الخير Nour, bonjour à tous nos amis qui nous regardent, les amoureux de Canal Algérie, en Algérie et à l'étranger bien sûr. Et comme d'habitude, donc comme tous les samedis, on continue notre balade, notre tournée à travers notre beau pays, l'Algérie, à travers notre patrimoine culturel, bien sûr l'habit traditionnel, l'art culinaire, les coutumes et les traditions, et l'artisanat. Et on a une très grande richesse. Donc ce matin, je vous invite, j'invite Nour Houda à déguster donc une bonne زريرة دوك تذوقيها. دونك une bonne بسيسة. الوغ هذاك اللي داير الريجيم وهذاك ما يتكامل معاك. شوفي نهار السبت نساي الريجيم ديري كيما با ريجيم ديري كيما هذوك اللي يصوموا نهار كامل نقول لك في الليل والله ما نقدر لازم ناكل. Alors donc je vous invite à déguster cette belle bsissa qui a été donc Bsissa, Zrira dans quelques régions. Moi je la connais en tant que oui, Zrira, Rouina dans quelques régions de l'Est algérien, qui a été préparée par Had El-Harra li rahi معنا, Madame Boudoucha Ghania, qui a fait le voyage Constantine-Alger spécialement pour nous faire découvrir cette gourmandise. صباح الخير. مرحبا بك. Donc Nour Houda. متشرفة بمعرفتك. يعيشك شرفتينا. يعيشك ما عليكش؟ لاباس. سنطينا لاباس. صح لاباس. الحمد لله. يسلمك كامل عليك. ربي يخليك. On est très content de vous avoir parmi nous. Donc Madame Ghania est une passionnée d'art culinaire et notamment celui du terroir. Elle est là justement pour nous faire découvrir Zrira. J'ai l'honneur aussi de recevoir, je fais de la jeunesse, la nouvelle génération de chanteurs du Chabi. Ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont classe. Ah, je suis d'accord. Donc Yassine Abbar, marhaba bik. Bonjour à vous, merci beaucoup pour cet accueil. En tout cas, je suis très ravi d'être aujourd'hui parmi vous, dans l'espoir de passer des moments agréables, Inch'Allah. Il n'y a pas de raison, on a passe de bons moments. En compagnie de notre ami Nour Houda aussi, qui est avec nous, qui quand même, elle donne beaucoup à cette émission, surtout le samedi. Donc Yassine, un jeune talent, une très belle voix, il est là pour annoncer, pour inviter aussi les mélomanes, الناس اللي يحبوا الحطة والشان والأندلس. Donc il est là pour les inviter à son concert ce soir dans un endroit mythique, emblématique qui est Dar Bashtarzi, au cœur de la Casbah. Cet endroit qui nous fait rappeler aussi un grand pilier de l'art algérien, de la chanson et du théâtre, qui est Mhidem Bashtarzi. Exactement, c'est à partir de 17h, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Moi j'ai envie d'écouter Yassine. Il est accompagné aussi de son mandol. مرحبا بك. وعدتني مقبله durant le briefing سمعنا حويجه. تفضل. ان شاء الله. L'incontournable mandol. يا قلبي خلي الحال يسير على حاله ترك جميع القوال وصغى ما قالوا يأتي الفرج في الآن يأتي الفرج في الآن العبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله اصبر على المحان حتى يفرج الله نبدا ذل قول الله يا الله
رسول الله يا الله هو المقبول الله يا الله شفع العباد رسول الله عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله عشقي وغرامي الله يا الله عزيز وغالي أي رسول الله magnifique, vraiment, يعطيك الصحة, bravo. On s'est régalé avec ça. Ah oui, un régal, effectivement. Une voix très... Elle est mûre, elle est... c'est une voix très imposante. Exactement. Donc, une voix qui a de la présence. يعطيك الصحة كنتي شيخة غنية نقول لك هكذا غنية خاطر نحسك صديقتي الله يبارك غنية وانتم بيان سور كي نقولوا قسنطينة نقولوا المالوفة الشيوخة تاعكم حاج محمد طاهر فرقاني حمدي بناني حسن العنابي ربي ان شاء الله اللي ماتوا ربي يرحمهم ويوسع عليهم. دونك نور الهدى شوفي نعطيك الذوقي هكذا ومن بعد نبدا نعرف هذا دونك سي البسيسه. ميرسي. فوالا تفضلي. انا جو لا كوني اونطونك زريره. زريره كل واحد كيفاش يقول لها. ما نقدرش نذوقها هذا يتحكمني السحله. ترتاحي. الي بون. اكسلون. الي بون. سي فريمون زريره ضيفنا ذوقك. اكسلون يعطيك الصحه مدام. يسلمك. تري تري بون. فوالا. دونك نور الهدى سي اون سبيسياليتي كون بريبار. Qu'on prépare pour les femmes qui viennent d'accoucher, donc nefsa, bsahtek. Et alors, vos impressions à chaud. Vous connaissiez avant? Je connais un certain nom de ruine, je crois. Voilà, c'est le même concept. Donc c'est une sorte c'est un peu l'équivalent de Tammina, mais ça c'est beaucoup plus plus. Donc on prépare pour une nefsa, donc ça favorise la lactation. Elle est là justement, Madame Rania. Rania, زريرة ولا بسيسة ولا روينة؟ روينة هنا في الشرق بسيسة، اليوم راهي بسيسة. بسيسة مبسة بالزبدة والعسل. كيفاش تحضروها؟ عندنا نشريو القمح نغسلوه نقوه وكيشيح نحطوه في الشمس يشيح نوليو نقليوه نحمصوه في النار ومن بعد نرحيوه في المطحنة عند الرحاي في المطحنة ونصيروه بعد كي يجي نعاودو نغربلوه. هاي جبته لك واجد باش كي تروحي للدار ديري غير العسل. هنا راهو قمح وحمص وجي الجلانيه فقط. هذه البسيسه اللي تعرفنا عليها اللي لونسيان لوتونتيك قمح الاصيله. هي قمح حمص وجي الجلانيه. ومن بعد كي نغربلوه انا اي مخبيه. كانت بكري عوين، كانت بكري دخيره. دوكا عندنا ما ناكلوهاش، عندنا نحضروها غير للنافسه. العوله يعني عوينه يديروها. كانت بكري عوينه عوله للحجاج، عوله في الدار. منها من القمح والشعير. حاليا عاد غير تتحضر للنافسه. النافسه ولا ديروها في المولد النبوي شحال؟ نديروها في المولد. نتباركوا بالرسول صلى الله عليه وسلم كيما طمينا. كيما طمينا نتباركوا بها. نديروا لها غير الزبده والعسل. عسل الحر، زبده حره. كل انسان وقدره. عسل الحر وزبده البقرات. كاين يدير البقرات، تعرف زبده البقرات. هاي البقرات. ودوك انا درت عسل عادي بزبده ما درتش مارغرين. نور الهدى elle est très riche cette spécialité en fibres et en minéraux. تعطوها النفسه انها يعني صحيه بتقو كيما نزيدوا لها الجلجلان معروف فيه الكالسيوم بزاف ويحط الحليب بزاف. والقمح او كامل يعني
غذاء كامل. Alors, je me rappelle, si tu permets, Amina, quand j'étais petite, nous avions des voisines. Il y avait celles qui venaient de Annaba, d'autres qui venaient de Constantine. Quand on arrivait de l'école l'après-midi, elles nous le préparaient comme goûter qu'on prenait avec le lait. Et justement parce qu'ils nous disaient que c'était très nutritif. Et aujourd'hui, ici à Alger, moi je connais beaucoup de familles, dans notre famille, on n'attend pas une occasion particulière. On la prépare juste pour prendre le petit déjeuner le matin ou pour prendre le café l'après-midi parce qu'on sait que c'est très riche. Très bien. Donc vous conseillez aux mamans de la donner aux enfants, notamment aux écoliers qui m'appellent مليحه الاولاد بزاف. انا دوكا نقول لهم عوضوهم على كرواسون ديري لهم شويه تاع بسيسه. تري بيان. يعطيك الصحه. دونك نعاود نرجع لك من بعد نعاود نرجع لياسين عبار. Il est de famille artistique, issu d'une famille artistique. Son papa était mélomane, était un amoureux de tout ce qui est chabi, andalou. Et votre يقولوا شيخ بلا شيخ ما هو شيخ. شيخك c'est votre frère حمزه. حمزه اللي سبقك الميدان هكذا. Donc, tous mes premiers débuts, c'était grâce à mon père, que je salue par l'occasion. Donc, il nous a appris les toutes premières notes, la base du mandol. Ben voilà, après, ça progresse, quoi. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses de mon frère, beaucoup plus, dans le domaine du chabi, andalou et tout, jusqu'à, on peut dire, en 2017, où j'ai opté pour l'association Motribia de vous faites partie de Motribia. Voilà, exactement. Et donc vous êtes quand même issu d'une belle ville qui est Blida, la ville des Roses. Cette ville qui a enfanté Rachid Nouni, Dahman Ben Achour, le Bassari, Farida Sabonji, Rabah Driassa, Rabbi Rahmou Salwa. Donc vous étiez influencé par cette ville, par cette richesse artistique de Blida. Nous sommes bien entourés quand même. Nous sommes bien entourés. D'ailleurs, la diversité des associations qui nous a permis d'apprendre un patrimoine bien solide. Donc, on a fait des scènes partout avec une signature blidienne, quoi. C'est grâce à eux, bien sûr. Tout ça grâce à eux. D'accord. Vous jouez très bien au mandol. Merci. Et vous jouez à d'autres instruments? Donc le mandol, j'utilise beaucoup plus quand il s'agit d'un concept chabi ou andalou, haouzi. Voilà, mais vous êtes un chanteur de variété algérienne. Je suis un chanteur de variété algérienne, l'algérois beaucoup plus et tout. Donc on utilise beaucoup plus la guitare. Très bien. Donc, personnellement, j'utilise la guitare de scène. Très bien. Voilà. Et on peut avoir une idée sur le programme de ce soir? Le programme de ce soir, bon, on va faire un peu de tout, un peu d'andalou, du haouzi, du chabi, voilà, pour que les gens encore. Très bien. C'est diversifié. Ouais. Donc on invite tout le monde à venir à partir de 18h. À 17h. 17h à Dar Bashtarzi au cœur de la Casbah. Moi je reviens à Madame, c'est notre chère invitée qui est venue de Constantine, Rania. Rania, هذا الكيفيه اللي راكم ديروها اليوم مازال هاد الشباب اليوم شابات نساء صغارات يديروها ولا بدات؟ لا مازالها طوروا فيها شويه. انت elle a été revisitée وانت elle est contre justement le changement de cette parce qu'elle a été il y en a ceux qui ajoutent des fruits secs tels que اللوز الجوز انت ما تحبيش؟ لا نقول لهم للنافسه في الشهر الاول ما تحطوا لهاش الجوز واللوز. راح ياثر على الحليب تاع الطفل وياثر عليها هي بعد. sur le plan médical ça peut donner des allergies au bébé. والحليب يثقل من بعد يعود الملايكه يديروا لي غاز. انا نحب من وراء الشهر الاول تاكل على غير لا دارت بسيسه عادي قمح جلجلانيه حمص شوي حمص ما تكثرش. هذو يعني للنافسه. كاين اللي يديروا لها لي لونتي العدس بصح انت ما ديري. لا ما العدس فيه لي غاز. Très bien. Si vous permettez, s'il vous plaît, je voudrais juste m'enseigner sur un point comme ça, s'il vous plaît. Vous avez indiqué que كاين جلجلاني لداخل. Donc
On sait tous que le djildjilan, c'est une graine oléagineuse. D'accord. كيفاش ولات لك هكا اون بودر ما تعجنتلكش؟ وي سي فري مع القمح باسكو كي ترحي الجلجلان تولي مقمنه محمص فوالا سي بور سا نحمصوهم وكي تحطها مع القمح شايح يشربها يمتصها الإدامات تاعها يعطيك الصحة. فوالا دونك أنا نعرضكم باش تذوقوها بيان سور لا سيليبر الجوزية الجزائرية. هذه من عند مهدي البطحة. نسلموا عليه دونك نسلموا على مهدي ونقولوا برك باللي الجوزيه اللي تيبيكمون الجيريان ما نلقاوها في حتى بلاد. دونك فوالا دار قسنطيني فوالا دونك الجوزيه الجوزيه exactement algérienne effectivement qu'on retrouve beaucoup plus à Constantine. Uniquement à Constantine. Uniquement à Constantine, effectivement, elle se démocratise un petit peu dans toutes les régions d'Algérie. Effectivement. يعطيك الصحة. دونك نور الهدى تنعت لنا كيما تقولوا نتوما تنعت لنا الجوزية تاعنا تاع الجزائر وحنايا on a une grande richesse dans le monde de l'art culinaire. Quand on veut offrir à des étrangers, c'est toujours quelque chose du terroir, notamment الجوزية effectivement. تقولي لهم جوزية أنا جاية من قسنطينة قلت جوزية. ركزي لي على الجوزية. يعطيك الصحة غنية. C'est un plaisir et je salue votre mari qui nous regarde en ce moment. Il est présent avec nous. عاونك بزاف الزوج تاعك. يعاونني بزاف. كي جابك من قسنطينة حتى لهنايا جيبني ونشكرو البارح جاو. ان شاء الله تروحوا بخير. ان شاء الله. سلمي لنا على ناس قسنطينة وتبقى قسنطينة parmi les plus belles villes du monde. Donc Constantine, cette belle ville. C'est le berceau de la civilisation, hein, c'est ce qu'on dit. Effectivement, effectivement. Yatek Saha. On termine avec notre artiste, le jeune talent Yassine. خليك تخير واش حبيت بالك نور الهدى. Alors je sais pas, c'est la régie qui ont demandé dans la mesure du possible, si bien entendu, peut-être quelque chose de Hadj Mohamed Al-Anqa parce que cette semaine on célèbre ou on commémore le Hadj Mohamed Al-Anqa. Mais ça reste votre choix, hein, donc ce que vous voulez. مسلح ما تخافيش c'est un artiste. Tant mieux pour nous alors. Il peut jouer tous les styles. ما كاش مشكل. Voilà, en tout cas Mina, merci beaucoup. ربي يخليك حبيبتي. C'est toujours très belle قعدة. انت ثاني راكي بالاصاله avec ses motifs. Oui, effectivement, c'est artisanal. C'est une maman et sa fille donc qui font ce travail à la main. La prochaine fois, elles seront avec nous, Inch'Allah. Inch'Allah, pourquoi pas. Le bleu, il te va merveille. Merci beaucoup. Merci à Merci à nos invités d'avoir été parmi nous ce matin. Yatekom Saha. Inch'Allah, bon retour chez vous. Inch'Allah. À Constantine et très belle soirée à vous. Voilà, merci encore une fois. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouverai mon ami Radia Boulmaali dès demain à partir de 8h. Pour ma part, je vous retrouverai le week-end prochain. Inch'Allah, excellente semaine à tous. Au revoir. سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف سبحان الله يا لطيف انت اللي تعلم كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خاف العبد صلي وذكور الله ساعة بساعة يفرج الله بقوا على خير وزهين شوية الله ينصر هاد الجمعية بقوا على خير